la question de la préparation aux apprentissages qu'on avait revu vendredi. Et lundi, on avait abordé la question des différents types de situations. Ça y est, ah putain, Cambo, qu'est-ce qu'il veut, Cambo? Allô? Je suis en cours. Oui, donc on s'est quitté la dernière fois sur les différents types de situations. Donc, vous avez maintenant dans votre sac à dos d'enseignants des situations qui mettent en place des règles d'action, des situations de modèles gestuels, des situations ludiques, des situations orchestrées par des consignes, des situations de résolution de problèmes et des situations problèmes. Dans les situations de résolution de problèmes, il y a les situations qui permettent à l'élève de sélectionner les informations pertinentes pour agir, des situations de résolution de problèmes organisées autour des alternatives décisionnelles et des situations de résolution de problèmes spécifiquement moteurs qui mettent en jeu des coordinations motrices complexes. Ça, on l'avait vu. On avait terminé par quelque chose qui est un peu à la mode, c'est ce qu'on appelle les tâches complexes, qui s'inscrit dans la logique de la pédagogie de la compétence ou de l'enseignement par compétence. C'est pour ça que c'est un peu à la mode, hein, parce que l'enseignement par compétence, évidemment, c'est à la mode. Donc, il ne faut pas ignorer dans votre bagage à outils, dans votre boîte à outils, pardon, la question des tâches complexes. Et on avait défini la tâche complexe comme étant une tâche qui structurellement est organisée autour de problématiques langagières, motrices, méthodologiques, sociales et contextuelles. Et de notre côté, fonctionnellement, c'est des tâches qui permettent à l'élève de se motiver, qui permettent à l'élève de faire des choix, qui sont organisées autour d'indicateurs qui constituent des artefacts cognitifs déclencheurs d'opérations mentales particulières. Et enfin, c'est des tâches qui sont toujours des tâches adaptées aux élèves, c'est-à-dire qu'elles sont, que vous connaissez déjà, en décalage optimal. Elles présentent à l'élève une difficulté optimale qu'il est capable de surmonter. Voilà ce qu'on avait vu la dernière fois. Et ces types de situations, on avait vu qu'elles étaient intéressantes parce que derrière, il y avait une épaisseur d'argumentation, parce que chacun des types de situations, chacun des types de situations convoquait un type de connaissance, convoquer un certain type d'activité de l'élève et convoquer certains processus d'enseignement, certains processus d'apprentissage, pour être plus précis. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin dans les illustrations, parce qu'il était question aujourd'hui que vous vous appropriez tout ça et faire des propositions d'illustration, est-ce que vous avez des questions pour purger tous les doutes que vous pouvez avoir à ce propos? Oui, moi, j'aurais une question parce que en fait, vous aviez pris comme exemple la natation pour illustrer la situation complexe où on disait que faire des ATR avant le plongeon, ça permettait aux élèves de mieux comprendre et d'appréhender l'orientation du corps lors du plongeon. Mais je vois pas en quoi, en fait,
ça répond au côté social de l'indicateur fourni par Lafond et Darnis pour la situation complexe. Tout à fait. En fait, mon illustration, elle portait sur qu'est-ce que c'est qu'un artefact cognitif. Parce que dans le cours de l'exposé, je vous avais posé la question, est-ce que vous savez ce que c'est un artefact cognitif? Et je crois que la majeure partie d'entre vous a répondu non. Donc, j'avais expliqué ce que c'était. Et en même temps, j'avais essayé d'illustrer juste qu'est-ce que pouvait être un artefact cognitif. Et donc, voilà, c'est tout. C'est pour préciser qu'est-ce que ça pouvait être. Donc, effectivement, le passage à la Terre, ce n'est pas une situation complexe. Hein. Ça va de soi. D'accord, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour ma part. Bon. Oui, alors il y a quelqu'un qui parle, mais on ne l'entend pas. J'ai dit pas pour ma part. D'accord. Relatif à ce qu'on avait vu vendredi, c'est-à-dire la différence entre la préparation aux apprentissages qui structure une leçon d'enseignement-apprentissage et la logique de l'échauffement classique d'une leçon de sport. Est-ce que là, vous êtes bien au clair là-dessus? Ou est-ce qu'il y a besoin encore de précision? OK. Donc, aujourd'hui, on avait séparé le groupe en deux. Vous aviez un choix à faire entre illustrer une préparation aux apprentissages à partir du sujet d'écrit 2 du CAPES 2018, je crois. Et, enfin, je crois la date, hein, le sujet, j'en suis sûr, mais la date, je crois que c'est 2018. Ou alors illustrer à travers une situation d'apprentissage. Alors, la question qui est posée, c'est est-ce que vous avez eu le temps de faire ce petit travail? Je vous avais dit 1 heure, pas plus. Hein, passer une petite heure pour préparer ce truc-là. Est-ce que tout le monde a pu avoir le temps de préparer ça? Bon, eh ben c'est magnifique. Hein. Merci pour ceux qui ont préparé tout ça. OK, donc la proposition est de partir sur des échanges et de voir en quoi les propositions qui sont faites. Donc, vous allez avoir 3-4 minutes pour exposer votre propos. Et après, on essaiera d'enrichir, si c'est possible, hein, et de valider. Comme ça, vous pourrez repartir en étant à peu près certain au prochain travail d'écriture de pouvoir illustrer quelque chose dans votre copie. Est-ce que c'est bien compris l'objectif du travail d'aujourd'hui là? Alors, pour votre gouverne, je vais être obligé de couper à 14 heures parce qu'on m'a imposé une réunion à laquelle je ne peux me soustraire à 14 heures. Donc, on va faire passer, j'espère qu'on aura le temps de faire passer 3 ou 4 d'entre vous, peut-être 5 ou 6. Et les autres, la prochaine fois qu'on se voit, on poursuit le travail. Donc, la prochaine fois, si je regarde mon calendrier, ça ramène sans doute à vendredi prochain, on poursuivra le travail de cet ordre-là. Ça, c'est le premier point important. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, important pour chaque fois que vous avez cours avec moi, que ce soit le C 100 machin ou le C 140-25 et le C 140-12, c'est toujours le même lien à partir d'aujourd'hui. Ce sera celui-là. D'accord? Donc, tout le monde a les codes, tout le monde y a accès. On prend toujours le même lien, comme ça, on est sûr de se comprendre et surtout d'être opérationnel et de limiter les erreurs de cursus ou d'hyperplanning ou de je ne sais pas quoi. Donc, c'est toujours ce lien-là. D'accord? Voilà, ceci étant dit, vous avez la parole. Qui est-ce qui veut commencer à proposer ou exposer un peu ce qui
Je veux bien commencer s'il n'y a personne. J'avais choisi une situation de résolution de problèmes en binôme dans l'activité de course d'orientation pour une classe de troisième. Voilà. Donc là, en gros, c'est dans une comment dire, c'est une séance qui est en cours de cycle parce qu'il faut l'élaboration de groupes de besoins ou de groupes de niveau auparavant. Donc voilà. Donc en fait, la situation de résolution de problème, elle utilise le tutorat. Comment dire, on utilise une personne, comment dire, enfin, on met deux élèves ensemble, un qui a un niveau plus élevé et un autre du coup qui est plus en difficulté dans le groupe. Donc l'objectif de la situation, c'est permettre aux élèves de se concentrer, j'avais mis entre parenthèses conflit socio-cognitif, et se concerter, pardon, et interagir selon les contextes et leurs ressources afin de réaliser un parcours de course d'orientation. Le but de la situation, poinçonner le plus de balises possible dans un temps donné. Donc les consignes, sous forme de relais, les élèves vont devoir poinçonner le plus de balises possible dans un temps précis. Donc j'avais pensé 20 minutes. Ils disposent d'un temps de préparation de 5 minutes après réception de la carte. Et il n'y a pas d'itinéraire à suivre. Donc c'est eux qui s'organisent durant ces 5 minutes. Donc le matériel qui est à disposition sont des cartes dont les balises du coup, elles sont mises, un sifflet par binôme et un chronomètre. Donc le critère de réalisation. Donc il faut réfléchir à l'itinéraire possible selon le profil du duo. Donc là c'est à eux de gérer entre eux en fonction de la facilité des balises, la difficulté du terrain. Lorsque l'on approche donc de la fin des 20 minutes, le partenaire qui... Est-ce que je l'ai dit ça? Merde. Ah si, oui, du coup j'ai dit que c'était un relais, donc c'est bon. Le partenaire qui est au point de départ, donc qui attend, va utiliser le sifflet pour prévenir son coéquipier que c'est bientôt la fin. Voilà. Là, il y a certaines limites aussi à l'utilisation de ce coup de sifflet parce qu'au final, si dans une classe, on fait partir plusieurs binômes d'un coup, bah, au final, à la fin, il va y avoir plein de coups de sifflet partout et ça, bref, ça c'est une limite. Donc les critères de réussite. Critères de réussite quantitative. L'élève a réussi s'il a fait plus de 60% des balises poinçonnées dans le temps imparti. Qualitative, le parcours suit une logique selon le profil des élèves et ainsi, l'élève le plus aguerri réalise les balises les plus compliquées. Les élèves peuvent expliquer leur cheminement après la course, donc auprès de l'enseignant afin qu'il justifie leur choix de parcours et voilà quoi. Variable. Donc simplification, le coup de sifflet d'avertissement peut se faire par l'enseignant. Donc là, ouais, si c'est trop le raffut, comment dire, donc l'enseignant va utiliser ce coup de sifflet. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, allonger le temps de concertation parce que 5 minutes, ça fait peut-être un peu court. Et aussi, donc, l'enseignant peut aménager les balises dans un rayon plus ou moins restreint afin d'aider les élèves si c'est trop complexe. Complexification, on n'utilise pas le coup de sifflet pour prévenir. Donc là, il y a la personne qui va poinçonner, en fait, elle sait, par exemple, s'ils s'organisent 10 minutes chacun, elle sait qu'elle a 10 minutes, mais elle ne sait pas quand est-ce qu'il faut en revenir. C'est peut-être un peu complexe aussi, ça et aussi, on peut aussi amener les élèves à suivre un itinéraire précis. Et donc là, c'est à eux de s'organiser en fonction de l'itinéraire, en fonction du temps et en fonction
de leurs ressources, quoi. Voilà. Donc, cette situation répond donc au sujet parce que du coup, il y a la coopération et ouais. Voilà, je crois que j'ai tout dit. OK. Bon, merci bien. Bon. Alors, on va prendre un avis du groupe. Est-ce que, de votre point de vue, c'est une situation qui apparaît pertinente au regard du sujet globalement, sans rentrer trop dans le détail? Est-ce que ça choquera le jury quand il va lire qu'il y a une espèce de tutorat et qu'on est dans une course d'orientation en relais? Est-ce que déjà de partir sur cette base-là, on est à peu près certain de répondre à la question qui est posée? Personnellement, je dirais que oui. Alors, Je les crois autres, qu'il est dans le thème. Monsieur Ardenne, par exemple, Monsieur Romain, que j'entends pas trop, Monsieur Minos, est-ce que vous pouvez répondre? Oui ou non? Oui, pour moi, oui. OK. Bon, donc c'est une affaire, hein, Monsieur Perel, qui est tout à fait pertinente. Voilà. Alors, bon, pour autant, c'est un peu le fouillis là-dedans. Donc, dans l'organisation de la réponse, notamment à l'écrit, il faut aller à l'essentiel. Alors, on commence. Vous avez parlé d'une SREP. Quel est le problème qui est posé aux élèves dans cette situation, précisément? C'est de poinçonner le plus de balises dans un temps donné. Alors, est-ce que poinçonner le plus de balises dans un temps donné, c'est le problème précis pour ces élèves-là ou ça touche toute la course d'orientation de la maternelle à l'université? Là, du coup, c'est sur un instant donné, quoi. Et donc, du coup, quel est en gros, est-ce que vous pouvez reformuler le problème qui est posé à l'élève en termes de… on a vu que les SREP, elles étaient organisées autour de 3 niveaux de problèmes. Un problème de prise d'information, un problème d'alternative décisionnelle, un problème de coordination motrice. Est-ce qu'on peut essayer de raccrocher la structure de la SRP avec ce but de la situation? Parce que ça, c'est le but pour l'élève. En 20 minutes, poinçonner le plus de balises. Ça, c'est le but de l'élève. C'est peut-être pas le problème. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de ramener ce que vous voulez faire travailler aux élèves de façon plus explicite. Est-ce que ces élèves, ils ont des problèmes de prise d'information, de prise de décision ou de coordination motrice? Là, c'est plus la prise d'information, vu qu'ils ont la carte pendant la concertation. Et ouais, la décision aussi, parce que je pense que c'est les 2 points clés de cette situation. Voilà. Donc, à partir de là, on peut commencer à discuter, en tout cas à exposer le propos. Alors, quel niveau de classe? Vous l'avez sans doute dit, mais je n'ai pas entendu. Ah oui, c'est pour une classe de 3e. Voilà. Donc, dans le cadre d'un cycle d'orientation pour une classe de 3e, je proposerai pour des élèves qui sont en difficulté d'alternative décisionnelle et de prise d'information, la SREP suivante. Là, vous voyez que tout de suite, on tape dans quelque chose de ciblé. On annonce le problème des élèves et on propose une SREP. Et comme le jury connaît déjà que la SREP, c'est des algorithmes décisionnels et des alternatives d'information, eh bien, il fait la relation directement. Et vous la lui présentez, cette relation. Voilà, ce qui était un peu implicite devient complètement explicite dans le propos. Alors, c'est là que, une fois qu'on a dit ça, on est sûr qu'à peu près, les élèves, ils ont tel type de problème et on propose une SREP. Mais cette SREP,
elle est organisée de façon particulière. C'est un relais, c'est bien compris, hein, c'est un relais sous forme de tutorat en diade dissymétrique. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça, ouais. Voilà. Eh bien, ce que vous avez présenté en 25 lignes, ça se résume en une ligne. Et ça s'écrit. Et ça devient très clair pour tout le monde. À l'occasion d'un cycle de course d'orientation avec des élèves de 3e qui ont des difficultés de prise d'information et de prise de décision, je proposerai une SREP organisée autour d'un relais en diade dissymétrique. Et donc, je n'ai plus besoin de rappeler que dans la diade dissymétrique, il y en a un qui a des problèmes et que l'autre, il en a moins. C'est bon jusque-là? Ouais. Voilà. Donc, si je déforme les propositions, il faut me le dire. Hein, comme ça, on reprécise tout ça. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on a la structure qui permet donc la réponse à la question qui est comment… Waouh, est-ce que je peux répéter? Est-ce qu'il y en a un qui peut répéter? Tiens. On me demande de répéter la formulation. Est-ce qu'il y en a un qui peut répéter? Du coup, dans un contexte d'une classe de 3e, nous allons chercher à… Merde. Dans un contexte de classe de 3e avec des élèves qui ont des difficultés de prise d'information et de prise de décision, je proposerai une SREP. C'est bon jusque-là? Je proposerai une SREP organisée sous forme de relais en diade dissymétrique. Organisée sous forme de relais en diade dissymétrique. Alors, dans la diade dissymétrique, ce qui est sous-entendu, c'est que ça va être un tutorat, en fait. Voilà. Bon, on s'arrête jusque-là, juste là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, là, dans cette formulation? J'aurais une question, moi. Oui. Comment dire, les difficultés, est-ce qu'on les… Comment dire, est-ce qu'elles sont déjà définies? Par exemple, là, on écrit… enfin, comment dire, sur une copie. Est-ce qu'on est obligé de définir les difficultés des élèves, enfin, de les imaginer, ou on peut être plus large? Disons que si vous regardez bien le programme du CAPES, à l'écrit 2, il vous faut proposer des situations d'apprentissage. Opérationnaliser les situations d'apprentissage. Quand on regarde le deuxième item, c'est observer, analyser, évaluer. Donc, il vaut mieux partir avec l'idée que d'identifier les difficultés des élèves. Parce que c'est à partir de là qu'on fonde ces propositions. Mes élèves, ils ont tel problème, donc je vais les aider à travers telle tâche. Si vous proposez telle tâche et que vous n'avez pas identifié le problème, il risque d'y avoir un souci. Il faut proposer les choses dans le bon ordre, en fait. Hein. Si je résume un peu le processus de l'intervention, hein, c'est mettre en action les élèves, observer, analyser, réguler, évaluer. Voilà les gestes professionnels organisés dans cet ordre-là. Alors évidemment, une fois que le processus est déclenché, ça va marcher en boucle. Mais vous ne pouvez créer du processus d'apprentissage qu'à partir du moment où vous avez identifié des repères sur les élèves. Et donc, ces repères, il faut les énoncer au jury. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, on va s'en tenir à mes élèves, ils ont tel et tel problème. On peut remonter à le niveau de formulation qu'on atteindra dans une quinzaine de jours, c'est
dans une classe de troisième pour des élèves pour lesquels j'aurais identifié ça, ça et ça, ou pour lesquels j'aurais observé ça, ça et ça, alors, je fais l'hypothèse que il s'agit de la ressource informationnelle et décisionnelle, et c'est pour ça que je vais leur proposer une SREP avec une organisation en relais et en diade dissymétrique. D'accord? Ok. Donc, par exemple, on peut utiliser les conduites Excusez-moi. typiques. Non, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, moi, c'était pour revenir sur la diade dissymétrique, ce que c'était exactement. Ok, on va y revenir. Hugo, tu termines? Est-ce que si tu avais une question ou un commentaire? Ah ouais, on peut utiliser les conduites typiques, en fait. Tout à fait. Ok. Mais tu parles de conduite, alors sans citer le mot, parce que ça va effaroucher le jury, mais tu dis à partir de l'observation d'une classe de troisième pour laquelle j'ai constaté que, voilà, vous avez constaté quelque chose, vous analysez quelque chose et donc vous proposez quelque chose, toujours dans cet ordre-là. Voilà, ça fait un peu arithmétique, mais le jury aime bien ce discours un peu formaté, j'observe, j'analyse, je propose. Ça montre que vous avez une méthodologie de l'intervention. Alors, une diade dissymétrique. C'est en référence à… Alors, c'est pour ça que j'avais arrêté la conversation, le propos là, parce que bien souvent, on dit « ouais, mais il n'y a pas de référence ». Dans cette phrase-là, tous les deux mots, vous pouvez placer une référence. Voilà. À l'occasion d'une course d'orientation avec mes élèves de troisième. Et là, virgule, vous pouvez placer un attendu de fin de cycle en référence au texte officiel. Si vous voulez étoffer un peu le propos, vous marquez tranquillement course d'orientation, champ 2, attendu de fin de cycle de troisième pour passer le brevet. Et là, tout de suite, il y a une première référence qui est le texte officiel. Je proposerai, donc qui ont des difficultés de prise d'information et de prise de décision, en référence aux théories cognitives de l'information. Je proposerai une SREP en référence à Amadesco qu'on a vu l'autre jour ou quelqu'un d'autre que vous connaissez, peu importe. Et là, vous pouvez placer encore un auteur. Je proposerai une situation, donc une SREP organisée sous forme de relais en référence à Motet en 2018 et en diade dissymétrique en référence à Fabienne Darry-Pelonville voilà, en 2001-2002. Qu'est-ce que c'est qu'une diade dissymétrique? C'est un binôme d'élèves, donc il y a deux élèves, c'est un binôme où il y a un élève qui est d'un niveau de pratique élevé et un autre qui a un niveau de pratique plus faible. Et donc, ce qui a été montré dans les études scientifiques de Fabienne Darip, c'est que il y a une tendance naturelle chez celui qui a un niveau plus élevé de tutorer, voire de mentorer celui qui a un niveau moins élevé quand ils travaillent ensemble. Et celui qui a un niveau moins élevé, il a une tendance à écouter ce que l'autre il a à lui raconter. Si je veux compléter le propos, je fais référence à Charbonnier, par exemple, ou à Jernigon sur l'adolescent. Et on sait que les adolescents, ils préfèrent la référence à un père que la référence à l'autorité adulte. Et donc, ça justifie que dans cette classe de troisième, vous proposiez une diade dissymétrique. Parce que les caractéristiques de l'adolescent s'y prêtent parfaitement. Enfin, pas du SRP, pardon, une diade dissymétrique. Parce que les caractéristiques de l'adolescent s'y prêtent parfaitement.
Autre point intéressant, c'est que l'adolescent, il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Donc, de lui proposer une SRP où il va avoir l'impression de trouver tout seul ce qu'il a à apprendre, ça va flatter son ego. Donc, son estime de soi va être valorisée à travers cette proposition de mise en situation. Donc, dès la première phrase, vous voyez que vous avez une épaisseur d'argumentation tout à fait possible. Et le jury, qu'il connaisse un peu, beaucoup, pas du tout, ce genre d'éléments, il cible tout de suite que ce que vous proposez, c'est pertinent. Voilà. Donc, les choix initiaux sont pertinents. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, est-ce que vous pourriez répéter la référence pour donc le fait que l'élève préfère la référence à un père plutôt qu'au professeur? Alors, il y a Charbonnier en 2002, et Jernigon. Alors, Charbonnier, ça s'écrit comme le charbonnier. Bon, c'est un gars qui est assez connu dans le milieu de l'adolescent. Enfin, je ne sais pas si vous suivez, il y avait enfin, je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs, parce que je regarde plus la télé depuis longtemps. Il y avait des émissions sur l'adolescent avec le docteur Ruffo, il s'appelait. Et donc, sa référence à lui, c'était Charbonnier. Voilà. Le deuxième élément, c'est Françoise Dolto. Ça, c'est bien connu, Françoise Dolto. Dans son bouquin réactualisé, je crois qu'il date de 2004, si je ne me trompe pas. Et enfin, en EPS plus particulièrement, c'est Jernigon. Alors, c'est Lucille Lafont qui a écrit un bouquin sur l'adolescence, ça s'appelle. C'est dans la revue EPS, c'est les petits bouquins, ils sont de toutes les couleurs. Vous avez l'effort, le groupe, l'apprentissage, la force, les interactions, et vous avez un bouquin violet qui s'appelle l'adolescent. Bon, mais là, il y a un auteur qui est assez calé sur la question, c'est Jernigon. C'est monsieur Jernigon, il vous explique tout ça. Et là, ça date de 2013, le bouquin sur l'adolescent. Voilà, donc, c'est bon, vous avez le temps de noter? Oui, c'est bon, merci. Donc, vous voyez que la première phrase de votre illustration, le jury, avec l'équipement qu'il a, va la décoder en termes de pertinence. Là, c'est une première phrase qui apparaît pertinente au regard à la fois du sujet et au regard de la mise en œuvre concrète sur le terrain. On a des classes de troisième, les SRP, ça passe. Les diades dissymétriques, c'est pertinent. En fait, tout est pertinent. Donc, vous avez un faisceau d'argumentation qui renvoie à un faisceau de pertinence de votre proposition. Donc là, avec ce type de proposition, alors on n'est pas rentré dans le détail encore, mais avec ce type de proposition d'entrée de jeu, le jury vous place en haut du bandeau 4. Le bandeau, c'est des grandes portions de notes. En gros, dans une notation de jury, il y a 4 bandeaux, de 0 à 5, de 5 à 10, de 10 à 15 et de 15 à 20. Voilà, donc vous situez dans un bandeau, c'est vous dire que votre proposition, elle est intéressante dans une certaine mesure. Donc là, avec ce type de proposition, le jury se dit, moi, celui-là, si derrière les propositions concrètes qu'il met en œuvre me plaisent, il est bandeau 4 direct parce qu'il a répondu parfaitement à la question qui est posée. Voilà un petit peu. Alors, du coup, est-ce que vous avez des questions sur ça ou c'est bon? OK. Alors, deuxième élément d'amélioration de la proposition de Hugo, on a un but de tâche qui est de poinçonner 20 minutes le plus de balises. Bon, là, on comprend bien que c'est l'élève qui doit poinçonner le plus de balises. 5 minutes de préparation et puis
on siffle 20 minutes avant, et puis le critère de réussite, etc. Est-ce que dans ce que tu as énoncé là, Hugo, est-ce que tu as ciblé la consigne essentielle qui allait permettre aux élèves de travailler en diade et dissymétrique, qui est le fond, en fait, de la réponse à la question au sujet qui était posé, créer une organisation apprenante? Bah, j'avoue que non, parce que là, c'est plus une concertation. Voilà. Donc, c'est là que la voie d'amélioration, elle est déterminante. C'est-à-dire que même si ta situation, elle est correcte, dans l'énoncé, hein, on ne s'occupe plus de la première partie, là. On a annoncé une situation, tout ça, c'est bon. Maintenant, on va insister sur les consignes qui permettent de montrer au jury qu'on répond bien à la question qui est posée et pas une autre. Et qu'on n'est pas en train de plaquer une situation qu'on a piochée dans la revue EPS, hein, et on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Et là, on est un peu sur cette configuration-là, c'est-à-dire que on a les éléments qui sont posés, une diade dissymétrique et un relais, et on n'a pas les consignes qui permettent de voir concrètement comment le relais fonctionne et comment la diade dissymétrique va fonctionner. Tu vois un peu le truc ou pas? Ouais, je vois. En fait, faut vraiment, clarifier les choses et, comment dire, pas prouver, mais souligner pourquoi j'ai utilisé cette situation et pas une autre. Eh bien voilà. Voilà. Donc, poinçonner 20 minutes, le plus de balises possible, on ne va pas s'étendre dessus, ça c'est le but de la tâche, ce n'est pas ça qui va montrer l'essentiel du devoir, c'est pas ça. Mais si on ne le dit pas, on ne comprend pas ce qu'il faut faire. Donc, on n'est pas à 20 minutes ou 15 minutes, hein, on s'en fout complètement. Voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les 5 minutes de préparation qui sont données aux élèves après la réception de la carte. Cette phase-là, elle est déterminante parce que c'est là que le relais va s'organiser et c'est là que le tutorat va se mettre en place. Donc, c'est ça qu'il faut développer en fait, là, déjà au départ. Et ensuite, c'est sur le parcours. Comment le tutorat va fonctionner, comment le relais va fonctionner sur le parcours. Comment les élèves vont s'ajuster entre eux. Tout le reste, ça m'intéresse moins parce que le reste, ça montre que vous savez construire une tâche, mais a priori, oui. Mais il faut vraiment mettre la focale sur les déterminants qui sont posés au départ, parce que c'est ça qui répond à la question. Ce n'est pas les critères de réussite à 60%, ce n'est pas avoir expliqué le cheminement de la course au prof, et ce n'est pas les variables de simplification. C'est vraiment les 5 minutes où les élèves vont se concerter, la mise en place du relais et comment le tutorat va fonctionner au moment de la concertation et au moment de la mise en œuvre de la course. Si je vais un peu plus loin et que j'ai énoncé des prises d'information et des prises de décision comme étant des problèmes que les élèves allaient rencontrer, il va falloir que je détaille quelle est la prise d'information qui leur pose un souci et quelle est la prise de décision qui leur pose un souci. Donc là, il faut que je rentre vraiment dans le détail peut-être du niveau de difficulté des balises que j'ai posées pour eux. Et là, on voit le technicien de l'APSA. On voit que la dimension technologique et technique de l'APSA est maîtrisée par l'étudiant. Et là, vous êtes au maximum de ce que vous pouvez faire. Est-ce que tu as cerné le truc? Ouais, je vois la reformulation à avoir. Voilà. Donc, la proposition, c'est que tu retravailles un peu sur ça. Alors, je te donne un exemple. Par exemple, en simplification, tu as dit on va ajuster les balises dans un rayon plus restreint. Je ne suis pas sûr que de restreindre le rayon ou de l'augmenter, c'est-à-dire augmenter la distance, soit une variable informationnelle ou une variable décisionnelle qui va simplifier ce que les élèves ils ont à faire. Donc là aussi, si vous annoncez des variables de simplification, il faut que la variable elle corresponde au problème que vous avez annoncé. Donc j'annonce une variable informationnelle
Donc, en guise de simplification, je vais focaliser l'élève sur non plus les points remarquables sur le terrain, mais sur les grands de surface visibles sur le terrain et sur la carte. Autrement dit, les balises seront posées en lisière de bois. Parce qu'une lisière de bois, c'est déterminé par du vert foncé et du jaune clair. Et donc, le jaune, c'est le champ, le vert foncé, c'est la forêt. Si la balise, elle est sur la ligne de démarcation, eh bien, je sais que c'est au bord de la forêt ou au bord du champ. Et donc, c'est facile à repérer sur le terrain. Donc, j'ai facilité la prise d'information des élèves à travers un jeu de cartes. Voilà un petit peu ce qu'on attend comme degré de précision pour avoir un bandeau 4 dans la notation. C'est bon? Oui. Deuxième élément important que tu as souligné qui est très juste, c'est que tu as trouvé toi-même la limite à ta proposition. Les collègues ils vont être comme ça quand ils vont lire la copie. En gros, tous les élèves partent et au bout de 5 minutes avant la fin, tous les élèves vont siffler. Donc, ça va être la pagaille au milieu du terrain. Et les lapins vont rentrer dans les terriers, les écureuils vont monter dans les arbres et les élèves ils vont courir dans tous les sens. Ce n'est pas l'objectif. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait proposer concrètement pour répondre à cette consigne qui est à la fois une consigne de sécurité, mais en même temps qui est une aide du tuteur sur le tutoré. Une aide très simple. Je siffle 5 minutes avant, il y a plus élaboré, mais celle-là, elle est quand même intéressante pour des raisons de sécurité. Donc, et de domaine 3, les interactions, domaine 2, méthodologie, décompte du chrono, compte à rebours et 5 minutes avant la fin, le tuteur. Alors, comment on pourrait faire? Faites-moi des propositions. Les faire utiliser des montres. Donc, chaque élève est équipé avec une montre, c'est ça? Oui, et ils envoient une heure pour revenir. D'accord. Bon, ça, c'est la consigne de sécurité générale, mais tu ne valorises pas à travers ces propositions, tu ne valorises pas l'interaction et le tutorat. Si c'est chacun sa montre, c'est chacun pour soi, donc l'effet du tutorat est un peu neutralisé. La proposition d'Hugo, c'était de créer du tutorat au regard de ce problème de sécurité, à la fois pour les élèves et pour l'enseignant. Donc, est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, dans ce que vous avez vécu, vous, des propositions que vous connaîtriez en cours d'orientation qui pourraient permettre à la fois de maintenir le tutorat et en même temps de commencer à baliser le temps et le temps de retour. Marc? Faire des départs décalés. Des départs décalés, oui. Le problème, c'est que quand le premier va commencer à siffler, le deuxième qui est en train de courir, il va se demander si c'est pour lui ou si c'est pour un autre. Et alors, le 13e qui va partir, il n'aura pas compté les 12 coups d'avant. Donc, en fait, au bout de 5 ou 6 coups de sifflet, tout le monde est perdu. Des temps de sifflet différents ou des temps de sifflet répétitifs, un nombre de coups de sifflet répétitifs différents. Ouais. Bon, vous n'avez rien d'autre que le sifflet. En gros, j'essaie de vous orienter sur des trucs, là, mais... Ah, c'est intéressant, hein, il va y avoir des codes de coups de sifflet particuliers pour chaque binôme. Pourquoi pas? Ça peut être un truc jouable. Un chronomètre? Oui, vas-y, Bastien. J'ai pas entendu la question, mais est-ce que ça a un rapport avec le chronomètre? Oui, c'est la montre ou le chronomètre ou le truc comme ça, oui, bien sûr. Bon, est-ce que vous connaissez des technologies particulières hein, en dehors du sifflet et du chrono? Parce que là, on est en 1960, hein, qui pourraient permettre de, à la fois, introduire chez l'élève des problématiques d'utilisation technologique hein, et en même temps, les mettre en situation de partenariat. C'est possible ça ou pas?
C'est peut-être poussé loin, mais talkie-walkie. Oui. Et dans le même ordre d'idée, il n'y a pas plus simple que le talkie-walkie? Le téléphone. Bah, par exemple, c'est aussi simple que ça. Voilà, le téléphone qui est la garantie moderne de pouvoir joindre tous les élèves à n'importe quel moment en cours d'orientation. Donc, si vous faites partir vos élèves sans téléphone, alors que tout le monde a le téléphone au fond du sac, là, c'est un peu une faute professionnelle, j'allais dire. Et c'est plus discret que le sifflet, etc., etc. Oui, Bien sûr, d'un point de vue sécuritaire, après, s'il y en a un qui perd pendant qu'il est en train de courir ou un truc comme ça, c'est pas pardon? jouable. J'ai dit, d'un point de vue sécuritaire, enfin, s'il y en a un qui perd son téléphone quand il est en train de courir ou quelque chose comme ça, après, c'est Et difficile après quoi? à mettre en œuvre. Ben, vous pouvez toujours ne pas le mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, quand je sais que tous les élèves, c'est acté, hein, à partir du CM2, tout le monde a son portable. Hein. Donc, où on crée les conditions maximales de sécurité pour les élèves et quand on les fait partir en courant, ils ont le petit sac à dos. Alors évidemment, hein, on remet le contexte. Hein, le petit sac à dos, la gourde d'eau et le téléphone qui va avec et la montre. Il y a des conditions de sécurité. Il y a une circulaire. Vous connaissez la circulaire de 2017 sur la sécurité? Est-ce que vous avez une connaissance de la circulaire 2017 sur la sécurité des interventions en EPS? On en a parlé, mais personnellement, je n'ai pas été là. Bien, donc tout de suite après le cours, vous téléchargez la circulaire de sécurité en EPS. Bon, il y a une circulaire académique aussi, notamment sur la course d'orientation, où il est bien indiqué que, pour des raisons évidentes de sécurité, les élèves partent avec la gourde d'eau, la casquette et le téléphone portable. Comme ça, vous les joignez à tout moment. Après, comme dans toutes les activités, le téléphone, il peut se perdre, le gamin, il peut se tordre le pied, mais ça, ce n'est pas de votre responsabilité, ça. Votre responsabilité, c'est de créer la sécurité. Là, vous la créez. Vous faites partir les élèves sans téléphone avec trois sifflets et deux machins. On va vous dire, hey, monsieur, on est au XXIe siècle, on n'est pas en 1960, où pour compter les élèves, on attend qu'ils reviennent. Quoi. Voilà. Donc, essayez d'être assez inventif sur ces technologies. Je ne dis pas mettez le téléphone actif avec le GPS, comme ça vous pouvez tracer tous vos élèves depuis votre tablette en haut de la butte, hein, mais un minimum quand même, c'est que les élèves soient joignables. Ils travaillent par deux, ils sont systématiquement par deux, ce n'est pas un qui part et l'autre qui reste là à attendre que ça se passe, hein, parce qu'effectivement, s'il y a un blessé et qu'ils ont le téléphone, et qu'il y a un téléphone pour le binôme, et bien forcément, vous êtes joignable, l'élève il téléphone, vous répondez, monsieur, il y a Lucas qui a le pied cassé, qu'est-ce qu'on fait? Tu ne bouges pas, tu es où? Et tu vas le chercher, et voilà. Et vous déclenchez les secours. Sinon, c'est une faute professionnelle. C'est aussi simple que ça. Je me permets, moi j'ai beaucoup de mal avec votre proposition. Je trouve qu'elle implique énormément de choses. Donc, bon, oui, tous les enfants quasiment ont des téléphones maintenant, mais il faut que tous les enfants aient un abonnement conséquent pour pouvoir appeler l'enseignant. Il faut que, du coup, sur le terrain de cours d'orientation, il y ait un réseau suffisant pour pouvoir appeler, recevoir un appel, communiquer. Et puis, c'est énormément de dérives possibles, du coup, entre les élèves qui filment, la musique, le détournement des tâches. Je trouve que c'est quand même très compliqué pour juste, enfin, pas juste une question de sécurité, c'est essentiel évidemment, mais c'est quand même beaucoup de soucis. Hein. Je suis d'accord, c'est un risque à prendre. C'est à vous d'évaluer le risque, hein, puisque moi je suis ouvert aux discussions. C'est juste une question de posture professionnelle et de priorité.
vous savez, donc vous ne pouvez pas ignorer que les élèves, ils ont le téléphone. Vous les mettez en binôme. Donc, c'est un téléphone pour deux. Donc, même s'ils n'ont pas tous l'abonnement, moi, je vous défie de récupérer les téléphones portables dans une classe de 6e. Vous allez voir, c'est un problème de forfait. Là, je ne suis pas du tout convaincu par l'argument. Donc, faites une enquête. Il y a des enquêtes qui ont été faites, je vous dis, depuis le CM2. Je ne vous parle pas de ça au hasard. C'est que derrière, il y a un équipement sur les technologies de l'information où on sait qu'aujourd'hui, tous les CM2 sont équipés, CM1 sont équipés avec un téléphone, avec un abonnement en toute autonomie. Ils arrivent à se connecter sur YouTube et à regarder des trucs. Alors, OK, il y a des accords parentaux, etc. Mais ça relève de la gestion pédagogique. En attendant, un gamin qui se perd dans la forêt, alors qu'il avait son téléphone, eh bien, je vous laisse gérer le truc devant la justice. Là, vous êtes marron, hein, c'est clair. Il y a des priorités. Hein. Vous savez que tout le monde a le téléphone. Vous dites, ah ben non, le téléphone. Donc, c'est un choix que vous faites, vous. Ah ben, s'il y a un accident, vous allez devoir justifier ce choix. Maintenant, les dérives, dès lors que les consignes ont été données, les dérives, ça peut toujours arriver. Mais à partir du moment où le téléphone il est activé à certains moments et que la consigne elle est faite pour cibler ce qu'on fait avec le téléphone, ben vous êtes là pour réguler les éventuelles dérives et ajuster les propositions pédagogiques si trop de dérives il y a. Vous voyez, c'est juste une question de priorité. Voilà. Donc, un téléphone pour deux aujourd'hui dans une classe, même en Guadeloupe, hein, enfin je dis même en Guadeloupe, hein, vous avez même à Tahiti, tous les gamins ont le téléphone. Un téléphone pour deux, c'est sûr que ça pose aucun problème à personne. Après, si jamais ça ne tombe pas 1 sur 2, vous faites 1 sur 3. En tout cas, dans la proposition, l'important, c'est que les élèves y soient plusieurs. Et l'important, c'est qu'il y ait des outils de communication pour entrer à la fois dans le débat sur les technologies de l'information, parce que c'est un des éléments saillants, notamment à l'oral 1, et la contrepartie, c'est que l'interaction favorise les organisations apprenantes. Voilà. Maintenant, si vous me dites, ils partent tout seuls dans la nature, sans téléphone, ben, il faut changer d'activité, je suis d'accord. Et ne pas illustrer l'activité avec l'élève qui part tout seul, sans téléphone, pour communiquer avec personne, dans un devoir sur les organisations apprenantes. Ça ne tient pas la route, en fait. Voilà, donc il faut resituer le propos dans son contexte. Après, vous ferez comme vous voulez sur le terrain, je ne serai pas à votre place. Moi, je vous dis simplement, aujourd'hui, au XXIe siècle, hein, les élèves partent en randonnée, tout le monde a son téléphone dans la poche. Voilà, c'est la condition de départ. Pour moi, ça sera la condition de départ. À partir du moment où tous les élèves sont joignables, il n'y a plus de problème de sécurité. J'ai créé les conditions de la sécurité. Deuxième argument avancé qui est juste, c'est l'argument il faut qu'il y ait du réseau sur place. Je suis d'accord. Il faut qu'il y ait du réseau. Alors là, on est vraiment sur la pratique de terrain. Si je suis un enseignant de PS responsable, je vais faire de la course d'orientation avec mes élèves dans un endroit où il y a du réseau. Si on m'annonce qu'en France, qu'en Guadeloupe, il y a 95% du département qui est couvert par les réseaux, je ne vais pas faire un CO dans les 5% qui ne sont pas couverts. Voilà. Là aussi, c'est une question de choix. Le choix du secteur dans lequel vous faites évoluer vos élèves vous appartient. Donc, quand je suis sur ces problématiques-là, je suis très, très loin de me poser la question. Je ne suis pas encore à me poser la question, oui, mais est-ce qu'il va y avoir des dérives ou pas? Peut-être. Là, je suis sur des certitudes. S'il y a un pépin et que les élèves, ils n'ont pas le téléphone, avant que je sois prévenu, il va y avoir un problème. Si je suis dans un secteur qui n'est pas couvert par les réseaux et que je propose tout un cycle de CO, qu'est-ce que je fais s'il y a un problème? Je ne peux même pas téléphoner aux pompiers. Je fais comment? Ben moi, je ne fais pas de CO à cet endroit-là. Ce n'est pas compliqué. Il y a des collègues qui vont vous dire, mais oui, allez, ça risque rien. Tant qu'il leur arrive rien, pas de problème. Et puis quand ça commence à péter, je peux vous dire que ça fait mal. Voilà. Moi, je ne vous ferai pas prendre le risque
de faire de la CO à des gamins alors qu'il n'y a pas de réseau, que les gamins n'ont pas de portable et qu'ils n'ont pas de chaussures et que la carte, elle est mal foutue. Ça, c'est pas possible. Donc, les conditions de sécurité peuvent amener ce genre d'interprétation. Après, la question des films. Alors, c'est toujours pareil avec ces outils informatiques. Quand vous allez faire escalade, je vous l'annonce déjà, un des points assez intéressants en escalade, c'est que les élèves utilisent leur téléphone portable pour photographier le mur et identifier à plusieurs, en interaction, quels sont le type de prises sur lesquelles ils vont évoluer. Après, on peut dire, ah oui, mais il y a une dérive, etc. Donc, on ne prend pas le téléphone portable parce qu'il peut y avoir des dérives avec. Mais ça, en gros, c'est vous qui êtes maître du cours. Donc, dès que vous constatez une dérive, vous récupérez le téléphone. Terminé. Vous voyez, ça fait partie des priorités. Et puis, ça vous mettra un peu directement un peu en danger. Donc, surtout, évitez de faire des choix avec des hypothèses. Il faut faire des choix en s'appuyant sur des certitudes. Voilà. L'hypothèse que ça peut partir en dérive, je suis d'accord, ça peut arriver. Le cyberharcèlement, ça existe. L'an dernier, j'ai 4 étudiantes en master en sciences de l'éduc qui ont travaillé sur leur mémoire sur ça. Ça va assez loin. Le souci, c'est que ça ne touche pas tous les élèves. Ça touche un certain profil d'élèves. Voilà, donc si vous jugez vous, que dans votre classe, il n'est pas possible d'utiliser les technologies nouvelles parce que les technologies nouvelles sont porteuses en soi d'un certain nombre de dérives, et bien vous ne les utilisez pas, vous justifiez pourquoi. Mais alors après, derrière, il ne faut pas proposer des activités qui, justement, pourraient être sécurisées à travers ces technologies. Sinon, vous vous mettez en difficulté. Voilà, je vous rappelle que la technologie nouvelle, moi, je ne suis pas du tout fan. Je ne dis pas que je suis contre, mais je ne suis pas du tout branché sur ça. Par contre, les attendus au CAPES, c'est comment vous allez permettre à vos élèves d'exploiter les nouvelles technologies de l'information. Donc, ne vous privez pas de cet argument à la fois sécuritaire, pédagogique, d'interaction, d'apprentissage et tout ce que vous voulez qui va avec. Voilà. Le reste, on le sait. Vous pouvez le marquer en limite de votre proposition. Je serai toutefois vigilant au regard de la couverture du réseau et au regard de la dérive que les élèves pourront faire avec ce type d'outils. Ça me va. Très bien, c'est parfait. Monsieur, voilà. Oui. J'ai une question. Ensuite, ça ne relève pas de la course d'orientation. C'est par rapport à la consigne que vous nous avez donnée. La première chose que je me suis imaginé faire, c'est faire une situation en tennis de table. Mais j'ai trouvé ça peut-être trop simpliste pour le sujet de juste mettre une situation en coopération où les élèves s'aident mutuellement juste par un renvoi de la balle. Du coup, j'ai changé, mais je me demandais, est-ce que vous, ça vous paraît correct ou j'ai bien fait de changer? Je n'ai pas compris le sens de ta question. La consigne, c'est de travailler la coopération. Et du coup, moi, de base, je voulais faire une situation de tennis de table où je mettais juste les élèves en coopération. Comme on fait un tennis de table, on facilite le renvoi pour aider l'élève à progresser. Et je me demandais si c'était trop simpliste pour travailler la coopération. Est-ce que je ne devrais pas pousser un peu plus loin ou si est-ce que juste je devais changer de champ d'apprentissage, enfin pas de champ d'apprentissage, mais de sport comme je l'ai fait, d'APSA comme je l'ai fait. Disons que pour répondre à ta question, tu choisis une activité d'opposition pour travailler la coopération. Donc déjà, tu rentres dans quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'a proposé Hugo. Hugo, il part d'une activité qui est une course individuelle contre la montre, à une activité scolaire où habituellement on fait courir les élèves en groupe et où on terminerait par, on ajuste un peu ce travail de groupe au regard du sujet qui est posé. Là, la difficulté à laquelle tu t'exposes, c'est de choisir une activité qui, au départ, oppose les élèves. Ouais, donc c'est limite du hors-sujet. Et donc, si tu dis, je les fais travailler en coopération, du coup, tu sors du champ d'apprentissage. Ok, d'accord. Donc, je pense qu'il y a des activités beaucoup plus simples. Voilà, il faut être simple, en tout cas pour ce premier semestre, simple, mais précis sur le sujet qui vous est posé. Sinon, on peut, un peu comme disait Louise sur les technologies nouvelles, évidemment, on peut tout contester.
Mais là, tu t'exposes quand même assez gravement à sortir du champ, peut-être pas très pertinent. Sur le tennis de table, si tu proposes en plus que de la coopération motrice, par rapport à ce qu'a proposé Hugo, interaction motrice, langagière, avant l'action, pendant l'action, après l'action, ouais, là, c'est un peu plus costaud, quoi, on va dire. Tu vois? Et monsieur, si c'est des activités du champ d'apprentissage 4, mais comme par exemple le handball ou l'ultimate, Oui. par exemple, c'est cohérent. Bah, c'est beaucoup plus logique déjà. Même si c'est des activités d'opposition, on peut faire des situations quand même où les élèves sont en coopération. Ouais, mais c'est coopération, opposition en même temps, donc tu peux jouer là-dessus. Alors que le tennis de table, c'est vraiment de l'opposition, à moins que tu joues en double peut-être. C'est pareil, si tu dis, en gros, le champ d'apprentissage 4 doit permettre à l'élève de faire une lecture attentive d'un rapport de force. Si vous faites travailler en coopération, il n'y a pas de rapport de force. Donc, on sort du champ. Donc, tu vas dire, je fais du foot en 4 contre 0 devant la cible ou en 2 avec 2. Ben, c'est plus du tout du champ 4, quoi. Il n'y a pas la problématique fondamentale du champ 4 qui est de coopérer pour s'opposer. Tu vois? D'accord. Voilà, donc il faut être assez malin dans ce champ 4 pour proposer des situations un peu comme a fait Hugo, mais en même temps, garder la question de l'opposition. Oui, Moi, ça c'est sûr, oui. Oui, c'est sûr, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je ne m'y aventurerai pas parce que pour cette problématique-là de sujet à traiter, ce n'est pas le champ 4 que je prends. Okay. Parce que tout le monde va se réfugier dans le champ 4 parce qu'évidemment, le champ 4, c'est la coopération, alors que ce n'est pas ça du tout. Et tout le monde va parler de la coopération entre partenaires en oubliant d'indiquer qu'il y a des adversaires. Et donc là, ça va être rédhibitoire pour eux. Voilà. C'est beaucoup plus complexe de se poser la question, comment je vais faire pour illustrer le sujet qui m'est posé en judo. Ah, là, ça va m'intéresser, là. Parce que le judo, il faut qu'on se pose, sinon il n'y a pas de judo. Voilà. Et celui qui va dire, ah ben, on fait de la lutte en coopération au sol, ouais, mais là, c'est pas du champ 4, quoi. Vous voyez le truc? Oui. Bon, est-ce que vous avez compris un peu la logique dans laquelle il faut s'inscrire pour proposer opérationnaliser, comme dit le texte du CAPES, opérationnaliser des propositions concrètes pour répondre à un sujet qui est posé? C'est un peu compris ou pas du tout? De mon côté, ça va. Ok. Bon, alors je suis désolé parce qu'il est 14h10. J'ai déjà 10 minutes de retard sur la réunion. Donc, la proposition pour vendredi prochain, c'est de reprendre ces éléments avec un niveau d'argumentation un peu comme j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui. C'est pour ça que je vous demande si c'est bien clair, que vous puissiez retravailler derrière tranquillement une petite demi-heure pour ajuster les éléments. C'est bon? C'est tout bon. Oui, ça va. Ok. Donc, je regarde mon calendrier en termes de propositions. Donc, aujourd'hui, on est vendredi 17. Pour vendredi 24, on est d'accord, hein? Donc, vous avez éventuellement jusqu'à jeudi. Donc, vous me renvoyez quelque chose jeudi si vous voulez que je regarde votre travail un peu plus en détail. D'accord? Donc, une formulation écrite de votre proposition d'une demi-page, pas plus, clair, précis, concis, au regard du sujet, que j'essaie d'y voir clair sur qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui ne passe pas. C'est bon? C'est bien clair pour tout le monde? Oui. Ok. Bon, eh bien, jeudi pour les écrits et vendredi, même lien. Et je vous garderai un peu plus longtemps, comme d'habitude. Hein. Et là, franchement,
Je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette réunion qui est complètement inutile en plus, parce qu'on a déjà tout réglé, nous, en EPS, donc je ne vois pas trop le truc. Voilà. Donc, rendez-vous vendredi prochain, le 24. Et donc, le 23, j'attends vos retours d'écriture. All right? OK. Bonne journée à tout le monde et continuez de réfléchir dans ce sens-là.